ne pas ressembler aux soldats, essayer de se distinguer. Maintenant, on accompagne la troupe. Si cette troupe est visée, en particulier par une arme lourde, ça va être difficile de se protéger, c'est évident. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Retex, un podcast un petit peu particulier puisque nous avons décidé de le réaliser suite au décès du journaliste français Anthony Lalican. Alors, ce photoreporter a perdu la vie dans une attaque de drone ce vendredi 3 octobre dans le Donbass. Et je suis aujourd'hui avec Régis Le Sommier qui va nous parler de ces risques et de ces attaques de drone, parce que tu les connais bien, Régis, tu es allé plusieurs fois sur le terrain, et particulièrement dans le Donbass. Oui. Alors, première question, est-ce que tu peux déjà nous dire quelle a été ta réaction face à ce drame ? Anthony, que je ne connaissais pas, mais qui fait partie dont j'avais vu les photos, qui fait partie de cette jeune génération de photographes. Il m'a rappelé un autre photographe que lui, par contre, j'ai connu à Paris Match, qui s'appelait Rémi Hochlik, et qui, lui, est mort en Libye. Et à l'époque, j'étais directeur adjoint de Paris Match, et c'était un drame qui nous avait touché au plus profond dans la rédaction. Et c'est le même profil du jeune photographe talentueux qui commence une carrière, qui commence à se faire connaître, à publier dans des journaux prestigieux, et qui est frappé tout à coup par la mort en pleine jeunesse. Ça, c'est la première réaction. Donc on a vraiment un sentiment d'une vie gâchée, de quelqu'un mais aussi de quelqu'un qui est allé, comme nous tous qui faisons cette profession, on sait qu'il y a des risques et on sait que ça peut arriver. Et ensuite, c'est le premier photographe à mourir dans une attaque de drone. Dans ce conflit, il y a eu beaucoup de photographes, je crois qu'il y en a une vingtaine qui ont été tués, soit par des explosions, des missiles sur un convoi, une fois, je crois, divers, on va dire, circonstances, mais plus liées à une guerre classique. Là, en l'occurrence, je me suis renseigné un petit peu, et la position dans laquelle il était n'était pas très proche de la ligne de front, ce qui tente à laisser penser que ces drones FPV, donc First Person View, ont maintenant des rayons d'action beaucoup plus importants, qui fait qu'ils peuvent aller sur l'arrière et frapper des objectifs sur l'arrière. Donc l'évolution de la guerre des drones et la place du drone aujourd'hui dans la guerre est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Comment pour les soldats, dans la façon dont on conçoit la guerre aujourd'hui, et nous, dans la façon dont nous, journalistes, nous protégeons, il y a des choses qui sont complètement bouleversées par l'émergence et l'omniprésence surtout des drones sur les champs de bataille. Tu l'as dit toi-même, le risque zéro n'existe pas quand on est grand reporter de guerre. Comment tu expliques la psychologie des journalistes pour partir en zone comme ça ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour accepter ce risque, en fait ? Je crois que sur le coup, on n'y pense pas de façon obsessionnelle, sinon on n'y va pas. On partage la vie des soldats, c'est ce qu'on se dit, en disant que on partage la vie du sujet qu'on traite, en fait. Donc on va passer un petit moment avec ces hommes et ces femmes qui, eux, ont ce risque en permanence, à tout moment. Et donc, on va essayer de comprendre comment ils vivent. Et aujourd'hui, avec l'évolution justement liée aux drones, c'est pas simplement nous qui devons nous protéger. Les soldats et les journalistes doivent avoir une attitude substantiellement différente de celle qu'ils avaient avant, en sachant qu'avant aussi, ils prenaient des risques, et c'est juste une donnée supplémentaire, mais elle est assez conséquente. Tu viens de le dire, en général, les journalistes accompagnent les soldats. Est-ce que, selon toi, finalement, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient ? Parce que c'est les premières cibles des drones, mais après, ils sont armés, ils protègent les journalistes. Mais est-ce qu'ils ne sont pas plus exposés, justement, en étant avec des soldats ? C'est une équation absolument insoluble. Moi, j'ai 25 ans d'expérience de théâtre divers et variés, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, et
de troupes complètement différentes, l'armée russe, l'armée syrienne, l'armée française, l'armée américaine, pour n'en citer que quelques-unes, et puis des groupes armés aussi avec lesquels j'ai passé du temps, comme les talibans. La façon évidemment de concevoir l'adversaire et de concevoir la menace est différente. Et quand on est journaliste, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait se singulariser, ne pas ressembler aux soldats qu'on accompagne, en particulier en termes de l'uniforme. Je sais qu'il y a certains journalistes qui essayent de s'équiper et de ressembler un peu à des soldats parce qu'ils ont besoin de cet équipement. Mais il faut faire attention à ne pas être un soldat un peu différent, parce qu'on peut être pris pour un officier de renseignement, quelqu'un d'une unité différente, quelqu'un des forces spéciales aussi, un sniper. Donc la question, c'est toujours de se dire comment l'adversaire, s'il nous voit-il ? Et ça, c'est une question malheureusement assez insoluble. En tout cas, moi, je pense qu'il faut toujours évidemment porter l'écusson presse, ça c'est absolument indispensable. Avoir un casque aussi, si c'est possible, d'une couleur différente de celui des soldats qu'on accompagne, en l'occurrence plutôt le casque bleu, même si il peut être confondu avec l'ONU aussi, mais plutôt le casque bleu foncé. En tout cas, ces dernières années, c'est un peu devenu la norme. Et pour le gilet pare-balles, malheureusement, il ressemble souvent à celui des soldats qu'on accompagne, avec un camouflé qui n'est pas forcément le même, mais en tout cas, il sera souvent camouflé. Donc, ne pas ressembler aux soldats, essayer de se distinguer. Maintenant, on accompagne la troupe. Si cette troupe est visée, en particulier par une arme lourde, ça va être difficile de se protéger, c'est évident. Après, il y a aussi être spécifiquement ciblé quand on est journaliste. Dans ce cas-là, certains vont chercher à tuer le journaliste en particulier et en premier. Voilà, on est en fonction des terrains, en fonction de notre connaissance de l'adversaire en face, eh bien, on va adopter une attitude différente, essayer de se protéger au mieux, en sachant que c'est toujours très difficile et il n'y a pas de 100% de protection. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, ta première expérience face à un drone ? C'était quand et comment ça s'est passé ? Alors, pas première expérience. J'ai eu 2 expériences assez significatives avec les drones. La première se situait, et ça va être intéressant parce que vous allez comprendre pourquoi, l'évolution du drone sur le champ de bataille. Premier sujet en Ukraine, que ce soit côté ukrainien au début de la guerre, ensuite côté russe. On était en avril la première fois, je suis retourné en septembre-octobre 2022. Là, j'ai pas vu de drone. Il y avait des duels d'artillerie, il y avait des destructions. Les 2 adversaires étaient sur des lignes de front à parfois 500 mètres l'un de l'autre. Il y avait des gros duels d'artillerie, il y en a toujours. Mais il n'y avait pas cette donne du drone. En l'occurrence, les drones, il y en a eu côté ukrainien, mais c'était des Bayraktar turcs, d'origine turque, achetés à la Turquie au début de la guerre, qui servaient à frapper des objectifs, on va dire, précis, ou des usines d'armement, ou alors des véhicules de surveillance satellitaires, des choses qui viennent perturber ou des stocks de munitions aussi. Et ensuite, les Russes ont introduit ce qu'on a appelé les Geran 2, qui sont des copies en fait, qui sont faits à partir des Shahed iraniens, revisités par des ingénieurs russes. Et ça, c'est des drones qui ont frappé essentiellement, dans un premier temps, les infrastructures électriques ukrainiennes, notamment au premier hiver de la guerre, c'est-à-dire en 2022, pour perturber la population et fragiliser l'Ukraine, avec énormément de succès, alors que c'était des drones qui coûtaient pas très cher. Donc ça, c'était des drones d'une taille relativement conséquente. Sur les champs de bataille, c'est surtout ce qu'on appelle le DJI, qui est le drone de surveillance, et le FPV, qui est le drone d'attaque ou drone kamikaze. Là, il n'y en avait pas à l'époque.
Je suis retourné en Ukraine en janvier 2023. Les drones étaient là, mais il y avait très peu de drones d'attaque. En revanche, il y avait des drones d'observation. Et là, en l'occurrence, on est resté bloqué dans une situation assez compliquée pendant 3 heures dans une ferme où on subissait des salves d'obus de façon régulière. Et il y avait un char ukrainien qui avait repéré des mouvements, donc qui essayait de tirer dans notre secteur. Ça a été très compliqué. Moi, j'ai été bloqué avec Charles dans cette grange. C'est d'ailleurs dans un de nos films, dans un de nos documentaires, on montre les images parce qu'on a filmé tout ça. Et puis, il a fallu s'extraire de cette ferme. Mais notre caméraman, lui, l'équipe était séparée. Notre caméraman était un peu plus loin, dans une maison abandonnée, dans la cave d'une maison abandonnée où était le PC de l'unité russe que nous accompagnions. Et là, il a pu voir et filmer sur écran les drones russes qui avaient repéré l'obusier qui nous tirait dessus et le char. Donc on voyait sur un écran le char qui nous tirait dessus. Voilà. Mais à l'époque, le rôle des drones était de repérer l'adversaire de façon à donner à communiquer les positions aux lanceurs d'obus qui étaient un petit peu à l'arrière, qui traitaient et qui envoyaient leurs obus à travers la campagne. On avait nous-mêmes la veille été voir ces manœuvres. C'était aussi très impressionnant. Et donc le calcul se faisait, le drone donnait l'information et ensuite on agissait. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait plusieurs drones qui avaient été envoyés en même temps et les images des différents drones étaient reflétées sur le même écran. Donc les Russes pouvaient déjà il y avait une pénétration, on va dire, de l'effet drone dans la guerre. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qui est devenu la guerre aujourd'hui. Dans cette même séquence, je me souviens d'avoir vu, c'était une époque où un janvier très doux pour l'Ukraine, hein, donc il faisait on va dire -10 la nuit, ce qui pour les paysans ukrainiens, je me souviens, était bien trop chaud, nous disait-il, pour l'époque. Et ce qui fait qu'il y avait beaucoup de boue. Et donc, pour envoyer les fantassins au front, on utilisait des chenilles, des transporteurs de troupes, mais où les fantassins étaient juchés sur les BMP ou les BTR russes pour pouvoir avancer et ensuite aller progresser, en sachant qu'on ne peut pas utiliser de roues dans ces circonstances-là. Donc, on a filmé des fantassins allant au front, juchés sur ces véhicules blindés. À l'époque, donc, il y avait des drones. Aujourd'hui, avec les drones d'attaque, c'est fini. Si vous êtes 8 ou 10 fantassins sur un BMP, véhicule de transport russe, il est évident que avec un drone, vous avez 5-6 mecs à l'intérieur, plus 8 au-dessus, vous mettez au tapis 15 bonhommes en même temps. Donc évidemment, ça se fait plus. C'est des images qu'on ne verra plus. On ne savait pas à l'époque, mais on filmait des images de guerre. Moi, ça m'a rappelé les photos de Scott Olson au Vietnam, où les Américains ramenaient leurs blessés sur le même type. Alors, c'était l'équivalent, c'était des Bradley côté américain, je crois. Mais le même type de véhicule, ils ramenaient leurs blessés au-dessus. Aujourd'hui, même si vous ramenez des blessés, le drone, il va quand même attaquer. Le drone attaque les blessés, il attaque même les soldats qui se rendent. C'est assez, d'ailleurs, effrayant de voir le degré de sauvagerie qui a été atteint. Et donc, on était donc dans un contexte où il y avait des drones, mais on pouvait encore utiliser largement l'arme blindée. On a vu des bataillons de chars, même des T-90 à l'assaut. Donc, on est dans une configuration, on va dire, encore classique. Et puis, il y a eu ensuite les épisodes Bakhmout et Soledar, sur lesquels Omerta s'est rendu de nombreuses fois. Là, le drone avait pris une dimension différente. Les Wagner les utilisaient largement. Pour revenir sur ma pire expérience de drone, ça s'est passé à ce moment-là. On est parti un matin pour
rencontrer on va dire des casseurs de chars, enfin des soldats qui restent la nuit dans des bunkers très proches du front pour justement percuter les chars, enfin les repérer et éliminer une partie de l'équipement blindé de l'adversaire. On a rejoint cette unité à peu près on a dû partir vers 5h, 4h30 du matin, et on a rejoint cette unité, je me souviens, c'était au lever du soleil, on le voyait pas le soleil, le lever du jour, pardon. La température était très très froide, on a circulé dans une zone où il y avait des mines, il fallait faire très attention, et on a rejoint ces soldats qui étaient au milieu qui avaient des petits bunkers installés le long des haies d'arbres pour se protéger. Et puis, on a continué notre chemin. On a fait tout un grand tour, très à découvert, mais comme le temps était mauvais, nous expliquait le soldat qui nous accompagnait, c'était pas très grave parce que quand il fait mauvais, il n'y a pas de drone. Ou en tout cas, il y en a beaucoup moins. Quand il commence à neiger, c'est pas bon pour les pales, etc. Donc le drone a des difficultés, la visibilité est pas bonne. Donc on a continué à avancer, on a vu les colonnes de blindés ukrainiennes d'ailleurs de la contre-offensive de 2023 détruites au milieu des routes. On a compris que c'était par là que les Ukrainiens avaient essayé de reprendre Soledar et Bakhmout et que ça ne s'était pas produit et que les véhicules étaient restés là. Et puis au fur et à mesure que la journée s'écoulait et que nous marchions dans la neige, il s'est mis à faire beau et personne n'a réfléchi au fait que quand il fait beau, précisément, c'est là où on envoie des drones. Et là, à un moment, moi, je me souviens très bien, je suivais un soldat avec un camouflage blanc et qui avançait devant moi. J'étais en deuxième position. Il y avait Aïcha derrière moi, Charles. En fait, on était 4 sur cette route. Très découvert aussi. Et tout à coup, on a entendu le gzzz, qu'on avait déjà entendu, hein, mais là, ça nous a fait un sursaut parce qu'on était quand même conditionné à cette menace. Et on a vu un point jaune comme ça arriver devant moi, au niveau de faire clignoter, au niveau de l'épaule du soldat qui était devant moi. Ça a été, mais j'ai même pas filmé, quoi. J'étais tellement... et on a vu ça, on a dit drone. Et là, le drone a fait... Et il est reparti vers le haut. Immédiatement, le soldat nous dit si je vous dis quelque chose, vous sautez dans le fossé. On a entendu encore un bruit de drone. À ce moment-là, on s'est précipité dans le fossé, mais même sous un tas de neige, le drone, s'il veut se faire exploser devant nous, il peut le faire. Donc, on reste quand même très exposé. Et on a entendu un bruit d'explosion et le drone en fait, avait été se faire exploser sur une camionnette de l'armée russe. Et donc, voilà, et on est resté un long moment à attendre en sachant que le véhicule qui nous avait amené au premier point de marche, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de kilomètres à l'endroit où on était, ne pouvait pas venir puisque les véhicules étaient visiblement visés par les drones. Ce qui est intéressant de vous dire ça, c'est que le drone a fait un choix. Il nous a vus, il est allé taper un véhicule pensant que c'était plus intéressant pour lui. Aujourd'hui, dans l'évolution de la guerre des drones, un drone peut être utilisé contre un individu seul. Il y a tellement de drones en présence qu'aujourd'hui, on cible aussi les soldats, alors qu'à une époque, il y avait une évaluation du coût du drone. On se disait, bon, un seul soldat, ça vaut pas le coup. Autant taper un véhicule où il risque d'y en avoir plusieurs à l'intérieur. Voilà. Et comment on se protège d'un drone? Comment on peut échapper à un drone? C'est quoi un peu les règles? Disons que beaucoup de soldats disent qu'une fois que le drone vous suit et qu'il vous a visé, c'est très difficile de lui échapper. Ensuite, après, on a eu à Koursk, pour le coup, où nous étions avec un bataillon de dronistes. Hein. Vous étiez là aussi, Julie. On a bien vu quand même que les
précautions qu'ils prenaient. Ce qui est très intéressant aussi, hein, souvenez-vous, dans les précédents reportages avec Omerta, il n'était pas rare qu'on se retrouve dans des unités où il y avait une trentaine, une quarantaine d'individus qui étaient dans un bâtiment rassemblés. Dans ce reportage-là, donc, où là, les drones sont entrés en action, on était au maximum avec 6-7 soldats. Il n'y avait plus de rassemblement, ils savent que C'était sinon fini. Ils sont visés. Voilà, Donc donc c'était 10 soldats maximum rassemblés dans une même pièce. Exactement, et vraiment, la pièce ultra calfeutrée, toutes les lumières éteintes, la maison complètement sombre la nuit, enfin... Voilà, et donc on a vu l'évolution, la réduction donc effectivement du nombre de fantassins, la réduction aussi du nombre, souvenez-vous là aussi, du nombre de véhicules blindés. Les soldats avec qui nous étions n'avaient que des pick-up pour essayer d'aller le plus vite possible, et on a pu constater aussi l'usage des motos, de quads. C'est ça. Des véhicules où ils sont à 1 ou 2 maximum. Voilà. C'est vrai que ça a été le point de convergence un petit peu du basculement. Et on sait aussi qu'il y a eu des nouvelles évolutions depuis, ça c'était en novembre 2024. Oui. Et depuis, il y a eu encore d'autres évolutions qu'on n'a pas encore constatées, nous, de nos yeux, mais il y a eu des évolutions de drones encore depuis. Oui, il y a eu des multiplications du nombre de drones. Les drones filaires, qu'on n'a pas vus en action, mais que les Russes ont beaucoup utilisés. Je dirais aussi qu'il y a les protections de filets. Alors là, un autre reportage d'Omerta sur Chaziviar montre très bien l'usage des filets de protection sur les axes, c'est-à-dire des filets au-dessus des routes pour empêcher les drones de frapper les véhicules de ravitaillement, par exemple. Il y a aussi une robotisation du champ de bataille, où on utilise maintenant, pour ravitailler des positions avancées, des véhicules télécommandés qui, évidemment, donc, peuvent se faire frapper par des drones, mais en tout cas, limitent effectivement les pertes humaines. Et pour finir, Régis, est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous les journalistes et grands reporters qui se rendent sur le terrain, comme nous ? Alors, le message, c'est oui... D'abord, quand on est dans ces circonstances-là, on est avec des soldats qui ont déjà de l'expérience, qui pour le coup portent quasiment tous un beeper, qu'on a entendu aussi à Koursk, puisque là-bas aussi on avait croisé quelques drones, et dès que le drone s'approche, le beeper s'actionne, et donc on sait. Donc il y a une sorte d'anticipation. Il y a aussi la question des brouilleurs, c'est-à-dire que chaque véhicule dans lequel on se trouve possède un brouilleur sur le toit pour essayer, mais bon, parfois ça ne marche pas. Donc tout ça, c'est de l'expérimentation. Et pour le journaliste qui effectivement est là, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est obéir à ce qu'on nous dit, regarder la façon dont fonctionnent et puis surtout alerter au bruit, parce que ça en fait partie du dispositif. Quand on accompagne une troupe côté ukrainien comme côté russe, si nous on entend le gzz du drone et que le bip a pas sonné pour X et X raisons, c'est à nous d'avertir le plus rapidement possible, voire de se voir confier un fusil, ça nous est pas arrivé, mais parce que la meilleure façon d'échapper au drone quand on est dans un pick-up notamment, c'est d'avoir un vieux fusil de chasse. C'est en tirant sur le drone qu'on a plus de chances, en particulier avec de la chevrotine, on a plus de chances de casser les rotors du drone que d'utiliser un fusil de précision, on a toutes les chances de le louper, et lui par contre de nous cibler. Ce qui était très intéressant aussi, c'est que les véhicules, notamment les pick-up utilisés par les Russes, étaient des Subaru, des Mitsubishi, des pick-up ultra puissants. Je me souviens du Mitsubishi Outlander, qui avait déjà, ils en avaient un, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait été déjà tapé par un drone, qu'ils avaient rebricolé, et qui arrive à une vitesse de, je crois, 140 km/h. Dans les routes toutes droites de l'Ukraine, c'est possible de semer un drone. Sinon, c'est extrêmement compliqué. Il nous disait, la dernière chance, c'est de piler brutalement, de sortir et de s'éjecter. Et voilà, et le véhicule sera percuté. Et on a une chance d'échapper. Merci Régis pour ton témoignage. Merci Julie. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toute l'équipe d'Omerta adresse ses plus sincères condoléances à toute la famille de notre confrère et remercie également ses abonnés pour soutenir notre travail qui, comme vous l'avez vu, n'est pas sans risque. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.